Bienvenue au Polysécure, épisode grand public PME. Je suis avec Emeline. Bonjour, bonjour. Bonjour, est-ce que ça va, est-ce que ça va bien? Ben oui, ça va. Écoute, on attend d'avoir un petit peu de neige. Moi, je trouve ça déprimant qu'il fasse froid, mais qu'il n'y ait pas de neige. Ça, c'est mon point de vue. Il y a peut-être des gens qui vont dire, mais elle est folle, celle-là. Mais bon, quitte à avoir froid, avec un petit peu de neige, c'est plus lumineux aussi quand on a de la neige. Là, c'est très gris. Mais ça va. Et toi? Effectivement, nous, on a de la neige à Québec, donc on est peut-être un peu plus choyé à certains égards, parce que je suis d'accord avec toi que je préfère la luminosité qu'apporte la neige, le fait que le blanc et tout ça est beaucoup moins déprimant que l'automne sombre et pluvieux et humide qui est là. Donc, c'est une question de tirer le meilleur d'une situation. Donc, nous allons aborder aujourd'hui la sécurité des visioconférences qui ont été énormément présentes durant depuis le confinement, essentiellement, là, lequel les Teams et Zoom de ce monde ont connu une croissance fulgurante, qui sont devenus finalement la façon que les employés, les entreprises fonctionnent de continuer leur collaboration, de continuer d'avancer leurs choses. Il y a énormément de préoccupations de sécurité associées à celle-ci et il y a beaucoup de petits détails qui sont très, très subtils et très difficiles à comprendre peut-être pour la plupart des gens parce que les fournisseurs utilisent un vocabulaire qui donne des présomptions qui sont peut-être fausses. Puis le meilleur exemple à ça, c'est au début du confinement, Zoom a été largement dépeint de façon très négative, ce qui à l'époque était pas inexact, mais qui a quand même évolué avec le temps. Je vais te commencer probablement que ça va être plus dans le genre où tu vas me poser des questions sur lesquelles on va explorer le sujet. Ben oui, mais je mets tellement du pouce et en ce temps de confinement, télétravail et l'utilisation des outils de vidéoconférence a explosé, puis on devient un petit peu plus à l'aise. Hein. Au tout début de la pandémie, on est comme un lien Zoom, je suis pas sûre, je vais pas mettre ma caméra, puis mais maintenant on est comme habitué à tout ça. Puis c'est vrai qu'il y a des outils qui se sont démarqués, il y a des outils qui sont préférés encore aujourd'hui de plusieurs. Malgré, comme tu dis, Zoom qui a été la cible de nombreuses critiques dues à son manque de sécurité, de confidentialité dans ce temps-là, mais les choses ont bien évolué. C'est on a eu le phénomène Zoom bombing. Alors, je sais pas si je le dis bien, mais avec mon beau petit accent, mais plusieurs réunions Zoom ont été infiltrées par des pirates, par des trolls pour diffuser des propos choquants, haineux. Imagine, on est dans une petite réunion, là, relax, on est en réunion, puis là, on a une personne qui vient dans notre réunion et puis qui a des propos diffamatoires ou qui diffuse des images pornographiques. Bof, petit malaise, hein, plus ou moins nice. Il y a aussi eu la question avec Zoom, comme quoi Zoom aurait envoyé des données à Facebook et ce, même si on n'avait pas de compte Facebook. Donc, c'est un fait, c'est vrai quand même, mais la fonctionnalité a vite été retirée. Mais voilà, Zoom a quand même été visé par plein de choses. Le mot-clé, en fait, j'ai même envie de dire, c'est quoi les risques? J'ai envie de te poser la question comme ça. Quels sont les risques quand on parle de vidéoconférence, quand on chatte, on parle avec des personnes? C'est quoi le risque? Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, la préoccupation principale des gens, puis selon ma lecture, c'est que la communication soit interceptée par un tiers et que le contenu de notre conversation soit écouté par quelqu'un d'autre. Ça, là, en partant, l'élément principal, la communication entre le client Zoom, Teams ou Meet, on veut parler de peu importe lequel, sont protégés entre le client et le serveur qui est destinataire. Donc, dans le cas de Zoom, le serveur de Zoom ou le serveur de Microsoft dans le cas de Teams, par exemple. Fait que ça, il n'y a pas de défi de protection de cette nature-là. Ensuite, ce qui va nous amener, c'est qu'est-ce que le fournisseur fait des informations. Puisque tu mentionnais au niveau de Zoom, ben ça, Zoom avait peut-être une façon, on pourrait dire pas éthique d'utiliser les informations en les revendant à Facebook, par exemple, des choses comme ça. Donc, ceux-là, ils se sont fait prendre. Il y a eu des recours collectifs qui ont été faits contre Zoom, d'ailleurs, à bien des égards pour régler ces comportements-là. Le procureur de New York aussi avait justement fait des enquêtes, des rapports là-dessus, donc des poursuites et ainsi de suite. Cela a été corrigé chez Zoom, par exemple, parce que lui, il a été énormément critiqué. Le fait d'être critiqué amène un changement de comportement, amène une amélioration. Donc, essentiellement, ces éléments-là de comportement éthique de la compagnie ont été corrigés à bien des égards. Et de même côté que autant Microsoft avec Teams que Google avec Meet n'ont pas connu ce volet-là. Par ailleurs, il faut comprendre aussi que
utilise dans un contexte où c'est des comptes payants de ces compagnies-là qu'on obtient. Quand on utilise des versions gratuites, autant de peu importe la compagnie, on s'expose malgré tout à une certaine forme de surveillance, mais pas du contenu qu'on discute, mais il va y avoir des informations, des méta-informations de nos conversations qui vont être réutilisées par ces fournisseurs-là. Parce que dans le cas de Zoom, par exemple, qui revendait à Facebook, ben c'est un peu ça. Ils revendaient pas le contenu de ce qu'on discutait, mais avec qui on parlait, avec quelles sont les personnes qui participaient à la rencontre. Donc, de cette information-là, on est capable de déduire des relations entre des gens. Donc, on est capable de déduire que une personne influente a parlé avec une autre personne influente, par exemple. Donc, on est capable de savoir ce qui s'en vient au niveau politique, qui est l'élément le plus parlant parce que c'est dans l'espace public, mais entre des dirigeants de grandes compagnies ou ainsi de suite. Donc, on est capable de dévier comme ça. C'est comme si on avait accès à la liste des appels téléphoniques d'une personne très importante. Donc, c'est sûr que ces éléments-là vont mener à certaines préoccupations, même si on ne connaît pas le contenu. Juste de savoir que, disons, 2 chefs d'État, par exemple, se sont parlé, peut mener à des conclusions, à des spéculations spécifiques. Fait que tout ça, il faut être mettre en perspective comment on peut protéger, comment ces informations-là sont divulguées. Mais dans la majorité des cas, nos conversations ne sont pas utilisées d'aucune façon parce que l'aspect technologique et les conversations ne sont pas conservées chez les fournisseurs. Ça aussi, il faut comprendre qu'aucune de nos conversations, Teams, Zoom ou Meet sont conservées par le fournisseur parce que le volume de données est immense. Donc, même de point de vue technologique, c'est pas pensable de le faire. Par contre, puis là, ça, c'est des éléments très intéressants parce que je connais beaucoup plus Teams pour travailler avec eux autres. Puis ils sont tous comme ça. C'est que une fois que la communication elle a atteint le centre de données du fournisseur, elle est déchiffrée et elle est visible au fournisseur. Fait que ça, faut bien le savoir. Et une fois que ça c'est fait, les fonctionnalités supplémentaires qui sont mises à la disposition par le fournisseur. Disons, on parle de la transcription automatique, c'est-à-dire le fait qu'ils sont capables de transférer tout ce qui est dit en texte de façon automatique. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui écoute notre conversation et ce programme-là, c'est lui qui fait la transcription en mots, en texte ce qu'on discute. Fait que toutes les options supplémentaires viennent exposer davantage les informations qui sont disponibles par le fournisseur à ce moment-là. Donc, il faut être vraiment conscient que si on utilise des fonctions comme ça, ben on expose. Comme dans certains cas, l'enregistrement aussi dans Teams est un enregistrement qui est fait côté serveur. Donc, c'est le serveur qui écoute. Donc, il y a comme un participant invisible qui se joint à la conversation. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Le fournisseur injecte un participant invisible qui enregistre la conversation dans le cas d'enregistrement dans Teams ou qui, dans le cas de la transcription, lui, va faire ce genre d'éléments-là pour ajouter. Je te repasse à la base, j'ai beaucoup parlé, j'ai peut-être abordé plusieurs sujets qu'il va peut-être falloir recreuser. Mais je trouve tellement intéressant parce que tu vois, tu as parlé d'une chose que je ne pensais pas nécessairement aborder, mais qui est extrêmement importante, c'est la notion de données et métadonnées. Et j'ai envie peut-être de faire une petite analogie pour nos gens qui nous écoutent. C'est quoi? C'est quand on a une information, ben, sous cette information-là, il y a des données et il y a des métadonnées. Les données, c'est de dire, exemple, j'envoie une lettre par la poste, puis ma lettre, je la mets dans une enveloppe. Donc, ma lettre, il va y avoir écrit le contenu, ma lettre d'amour à mon prince charmant. Et sur l'enveloppe, je vais mettre un timbre. Il va y avoir les tempes aussi de la poste. Il va y avoir plein d'informations. Il va y avoir l'adresse, il va y avoir le poids, toutes ces choses-là. Ma donnée, c'est ma lettre. Ma donnée, c'est le contenu de ma lettre, c'est ma donnée. Parce que la métadonnée, c'est l'enveloppe. C'est toutes les informations qui a envoyé à qui, à quel moment, le poids de la lettre, toutes ces choses-là. Ce seraient les données métadonnées. Et généralement, on se dit que les métadonnées, on s'en fiche, ça donne pas grand-chose les métadonnées, ce qui est faux parce que tu l'as dit, les métadonnées, on fait des liens avec les métadonnées. Quand on sait que telle personne a parlé avec telle personne, on est capable de faire un lien. Puis si tu te souviens, au niveau de la fuite de données Ashley Madison, on a fait des liens, on n'a pas eu nécessairement accès aux données, mais les métadonnées, on a su que telle personne politique a parlé avec telle autre personne, telle autre. Donc, on fait des liens, on peut faire des liens, on peut faire des raccourcis aussi, mais on peut quand même faire des liens de cause à effet, de dire cette personne-là et cette personne-là ont parlé ensemble. On ne sait pas ce qu'elles se sont dites, mais elles ont parlé ensemble pareil. Donc, on peut déterminer certaines choses. C'est très intéressant. La notion que tu as amenée aussi, sur laquelle je voulais rebondir, c'est la notion de gratuité. On entend souvent dire, quand c'est gratuit, vous êtes le produit. Et c'est vrai. Par contre, c'est quelque chose que j'essaye de déconstruire quand même, et je serais curieuse d'avoir ton point de vue par rapport à ça. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est moins sécurisé non plus. Ça dépend. Peut-être que ça l'est pour la vidéoconférence parce qu'il y en a des options en moins. Mais pour Zoom, typiquement, on va parler d'un mot-clé magique tantôt qui est le chiffrement de bout en bout. Même avec un compte gratuit, on peut quand même aller bidouiller puis aller quand même activer le chiffrement de bout en bout.
Donc, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est pas sécuritaire. Par contre, quand c'est gratuit, on est généralement le produit parce que justement, même si on ne donne pas nos données directement, on donne des métadonnées, on donne des données démographiques sur notre genre, sur notre lieu, sur toutes ces choses-là. Puis c'est vraiment intéressant. C'est la notion on parlait vite fait là du chiffrement entre le client et le fournisseur. Puis justement, moi, je suis un petit peu tombée de mon arbre tantôt quand on parlait en off. Je me disais, mais oui, Google Meet, ils le font aussi. Puis non, on a été relire ensemble. Puis ça nous dit que Google n'enregistre et ne stocke aucune donnée ni aucun contenu au cours de la session, mais que pendant la vidéoconférence, toutes les données sont chiffrées par défaut lorsqu'elles sont en transit entre le client et Google. Donc effectivement, une fois que c'est chez Google, qu'est-ce qui arrive avec ça? Donc, c'est vraiment ultra intéressant. Donc, quels sont les risques? Si je me tente à faire une petite phrase pour résumer, la fuite de données par une écoute passive, non autorisée des discussions confidentielles. On est beaucoup à voir, peut-être nous, en ce moment, c'est pas confidentiel, puis ça va se retrouver sur Internet, on le disait, mais il y a des meetings que parfois sont confidentiels quand on pense au domaine les notaires, les comptables, toutes les données sensibles, la sécurité financière, toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ces petits points bonus-là, puis à ce mot-clé magique dont on vient de parler, le chiffrement de bout en bout? Oui, je vais justement rebondir sur les 3 points que tu as soulevés qui sont spécifiques. Je vais commencer avec celui de la gratuité puis versus la sécurité parce qu'il est quand même assez simple à discuter. Essentiellement, la sécurité n'est pas réduite quand on prend la version gratuite. C'est pas une question de sécurité, c'est une question de vie privée dans laquelle il est entaché. Et c'est des notions qui sont malheureusement amalgamées et dans lesquelles ils sont très différentes parce que c'est pas les mêmes sphères de compétences. Parce que jamais quand on va parler de vie privée, si on parle plus d'avocats et quand on va parler de sécurité, on va parler plus de technologues. Donc, on n'est pas dans les mêmes compétences professionnelles en partant. Donc, il faut éviter ça. C'est sûr que des procès de sécurité vont tendance à parler de vie privée qui dépassent un peu leur univers parce que les moyens de protéger la vie privée sont soit des moyens technologiques, mais la réalité d'application et de conformité, il est vraiment légal à ce moment-là. Donc, c'est un point important. Donc, effectivement, comme on est le produit, nos informations sont consommées par le fournisseur. Pas nécessairement le contenu de ce qu'on dit, mais le contenu peut l'être aussi par des moteurs de recherche. Les autres, là, il faut comprendre que c'est pas un humain qui écoute la conversation, c'est des robots qui sont là pour skimmer le contenu de nos conversations, de nos métadonnées, puis pour nous pousser essentiellement de la publicité. C'est ça qui est important au niveau de la sécurité de vie privée. C'est vraiment, ils veulent nous pousser de la publicité. Ensuite, c'est sûr que ça peut nous mener ailleurs, on peut avoir des réflexions, puis là, si on est vraiment gêné, là, il y a des raisons. On va justement parler des solutions qui sont possibles à ce genre de choses-là, parce que ces fournisseurs-là ont intérêt à mettre des points de données sur nous, donc à ce moment-là, d'être capable de nous vendre la publicité pour financer leur service. Parce qu'il n'y a rien qui est gratuit. La gratuité n'existe pas. Fait que si vous avez un service gratuit, posez-vous des questions comment cette compagnie-là se fait pour se financer, parce qu'il n'y a personne qui est suffisamment magnanime pour réussir à fournir des services gratuits comme ça. Même l'État n'est pas gratuit, on le paye avec nos taxes. Donc, il y a zéro gratuité. Il faut vraiment comprendre cette notion-là. Donc, ça étant, la sécurité, elle est stable, elle est là, elle est partout. Et là, tu as découvert, en lisant en Prichon, je t'ai démontré justement le fait que certaines des solutions vont prétendre ça. Effectivement, le chiffrement, elle est entre le client et le serveur. Donc, ce qui assure que tu n'as pas quelqu'un qui va écouter la conversation entre les deux, ce qui est une très bonne chose. Dans le fond, c'est l'enjeu principal. Ensuite, le fournisseur, lui, peut plus l'écouter. Mais pour se protéger contre ça, jusqu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y en a juste un des fournisseurs. Je n'ai pas vérifié aujourd'hui même, mais dans les derniers mois, ce que j'ai vu, il y a que Zoom qui permet ce qu'on appelle le chiffrement bout en bout. Et là, il y a la nuance est différente. C'est plus entre le client et le serveur. Le chiffrement, c'est entre le client et l'autre client de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, le serveur, dont le fournisseur Zoom, dans ce cas-ci, n'est pas capable d'avoir le contenu. Donc, à ce moment-là, on protège la valeur du contenu entre les deux personnes. Donc, on a le volet aussi dans un monde financier ou même politique, si on veut discuter de choses qui ne doivent pas être connues même par un fournisseur dans lequel il y a quand même, puis là, on se rassure, là, Google n'a pas intérêt à exposer nos informations parce qu'ils vivent aussi sur un modèle de confiance comme Microsoft aussi. Si ça s'apprenait que Microsoft revendait les informations des clients payants, ben, je pense que son modèle d'affaires serait à faire. Il n'y a pas d'intérêt financier à le faire. Puis même il y a l'intérêt de ne pas le faire justement parce que ça va briser son modèle financier associé avec ça. Fait que ça, il n'y a pas de danger réel de ce côté-là. Fait que même si on utilise Teams à l'heure actuelle ou Meet, il n'y a pas de préoccupation particulière à avoir. Par contre, si on a des informations plus sensibles qu'on veut qu'à ce moment-là, des états, disons, de sécurité
sécurité nationale ou des choses financières très importantes ou des choses qui peuvent causer un préjudice très important. À ce moment-là, dans Zoom, là, on permet ce genre de choses. La façon que c'est matérialisé, pour que le serveur puisse le voir, c'est qu'il y a une clé de chiffrement qui est échangée entre les clients, entre les participants à la rencontre Zoom. Et à ce moment-là, ça empêche que le serveur soit capable de déchiffrer le contenu. Donc, le serveur n'est qu'un relais de l'information chiffrée. Donc, comme un camion Garda, par exemple, qui transporte de l'argent, ben, le contenu n'est pas connu des personnes qui transportent l'information, il n'est juste qu'un transporteur d'informations. Par ailleurs, là, il y a des fonctionnalités supplémentaires qui disparaissent parce que c'est là qu'on se rend compte que les fonctionnalités comme les breakout rooms, par exemple, comme les émotions qu'on peut pousser dans les rencontres et plein d'autres éléments comme ça, sont des éléments qui sont exécutés par le serveur. Fait que comme le serveur n'est plus capable de voir nos conversations, donc le serveur n'est plus capable de créer une breakout room, n'est plus capable d'injecter les émoticônes d'émotions qu'on veut mettre dans nos conversations. Donc, on perd des fonctionnalités pour gagner de la sécurité dans ce moment-là, ou une meilleure protection de la vie privée. Donc, il y a comme toujours un trade-off, il y a toujours des choses qu'on perd au travers de ça. Donc, c'est très, très important à savoir, mais si on a vraiment des conversations importantes, c'est rare qu'on va mettre des émoticônes dans nos conversations à ce moment-là. Et c'est plutôt rare aussi que si on a bien réfléchi aux choses, qu'on va avoir besoin d'une breakout room. Si on a bien fait les choses, on s'en sort quand même assez bien. Puis le dernier point que tu avais abordé, c'est les métadonnées dans lesquelles, oui, on peut faire des choses très importantes avec ça. On peut corréler des comportements, on peut corréler des choses. Un, c'est disponible aux fournisseurs, c'est-à-dire que Zoom, Google et Microsoft peuvent utiliser ces informations-là. C'est mal couvert dans les différents protocoles de protection de la vie privée. Je crois, des 3 fournisseurs. Pour avoir su du Microsoft, je suis pas mal sûr que c'est plus ou moins bien couvert. Puis j'imagine que les 2 autres aussi, c'est plus ou moins bien couvert. Et il y a l'autre volet aussi, c'est que ces informations-là, quand on est dans un contexte entreprise, c'est-à-dire qu'on a une gestion, disons, chez Microsoft, c'est un tenant, mais on a un abonnement à Zoom pour la business ou G Suite chez Google, les administrateurs voient les métadonnées aussi. Donc, ça aussi, c'est important de savoir qu'on expose ces données-là à ces administrateurs-là. Donc, c'est pas anodin que ces administrateurs-là aient accès au contenu, à ces métadonnées-là, parce que ces personnes-là peuvent ensuite avoir des corrélations de ce qui se passe à l'intérieur de la compagnie, par exemple, que deux hauts dirigeants vont discuter ensemble ou que des personnes vont se parler à des heures non standards, par exemple, ou il va y avoir des corrélations comme ça, puis on va même d'être capable de savoir l'endroit géographique que la personne discute, puisqu'on a les adresses IP sont disponibles, et ainsi de suite. Il y a vraiment énormément de méta-informations qui est associée en arrière. On est capable de savoir où la personne se situe, pourquoi les 2 personnes sont au même endroit, au même moment, quand telle affaire. Et donc, on est capable d'aller en mettant information dans ce cas-ci intra-entreprise, mais quand même très énorme. Puis donc, ça donne la conclusion qu'aussi, comme intra-entreprise, on le voit, ben, Microsoft, Google et Amazon, pas Amazon, Zoom Amazon aussi peuvent voir les choses, mais dans un autre contexte. Mais parce que c'est le même genre de fournisseurs. Mais ces fournisseurs de visio peuvent aussi avoir ces mêmes choses, donc faire les mêmes corrélations que les administrateurs du système peuvent faire. Là. Fait que là, je vais te repasser la main. Ouais, je trouve ça très intéressant comme sujet, effectivement, parce que c'est probablement un des outils qu'on utilise le plus, la vidéoconférence aujourd'hui. Ça fait vraiment tellement partie de nos vies, de nos routines. Donc, de se questionner sur l'outil qu'on utilise. Est-ce qu'on a de meilleurs choix à faire peut-être? Est-ce qu'il y a de meilleurs paramètres à mettre en place? Et tu le disais, hein, avec Zoom, typiquement, et avec tout en général dans la sécurité, il y a toujours un compromis à faire entre sécurité et fonctionnalité. Quand je mets un peu plus de sécurité en place, généralement, je perds un petit peu de fonctionnalité. Et c'est pour tout comme ça dans la vie. Puis fait très important parce que, bon, on disait, Zoom a été beaucoup diabolisé, parfois à raison, au début de la pandémie, mais on parle de chiffrement de bout en bout. L'application ne bénéficiait pas de chiffrement de bout en bout jusqu'à, il y a comme, j'ai été re-regarder, c'était octobre 2020, l'année passée. Donc, et maintenant, ce chiffrement existe, mais encore une fois, moi, je leur fais une petite critique parce qu'il n'est pas activé par défaut. C'est pas activé par défaut. Il faut aller jouer dans les paramètres. Donc, la problématique, c'est si on est avec quelqu'un, si on est quelqu'un qui ne va pas jouer dans les paramètres de sécurité, dans les paramètres de confidentialité, ben, ça reste que ça c'est par défaut. Donc, l'option existe, mais n'est pas activée. Donc, c'est un petit peu embêtant et problématique pour ça. Puis après, là, nous, on est sur Zoom en ce moment et puis on a un petit bouclier vert, normalement, tu me diras si tu le vois aussi, mais qui vient un peu forcer la sécurité, un bouclier vert qui apparaît en haut à gauche du logiciel. Donc,
pour que le chiffrement de bout en bout soit efficace, toutes les personnes qui participent à la communication doivent avoir activé la fonctionnalité, mais allez donc jouer dans vos petits paramètres. Je sais que c'est pas le fun, c'est pas sexy, mais ça vaut la peine parce que des fois, on pense être protégé, on pense dire, on fait confiance aux plateformes, en disant, oh, ils vont bien nous protéger. Ben, eux, ils se protègent. Eux, ils savent se protéger leur propre business, mais quand vient le temps, peut-être les utilisateurs, ben, il faut aller par défaut parce que ça les arrange pas non plus. Donc, je vais rebondir là-dessus parce que c'est quand même assez important. Dans le cas de Zoom, c'est une des critiques principales qui avait eu lieu avant le début du confinement, c'est-à-dire que la plupart des paramètres, tu parles de Zoom bombing au début en parlant de Zoom, c'est un des problèmes parce que par défaut, il était mal configuré. Donc, par défaut, ça permettait ce genre de choses. Là, la critique a amené Zoom à corriger et maintenant mettre par défaut la plupart des fonctionnalités, dont les mots de passe pour accéder, dont tout ça maintenant empêche toutes ces fonctionnalités-là. Ils ont fait beaucoup de tweaks pour améliorer. Ils pourraient en faire plus, mais ils en ont quand même fait une très, très grande partie. Fait qu'on partait de quelque chose d'un peu boboche il y a 2 ans à quelque chose qui est rendu plus mature maintenant, mais par la force du marché puis par la pression qu'ils ont obtenue, parce que clairement, il n'y avait pas cette motivation-là interne initialement parce qu'il n'y a rien de ça qui était en place. Puis tu parles du bouclier vert, celui-ci, pour moi, il est traite parce qu'il est inexact. Ce bouclier-là, puis ça fait longtemps qu'il existe ce bouclier-là dans Zoom parce que ça fait longtemps qu'il nous donne l'impression que tout est chiffré. La réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Puis c'est là aussi les symboles visuels qui nous permettent de mesurer, de comprendre la sécurité. Donc, pour les gens normaux qui ne creusent pas puis qui vont pas dans les affaires, qui vont pas jouer dans le moteur finalement du fonctionnement, puis ce qui est tout à fait normal, ce bouclier-là vert est un symbole de « Ah, c'est tout est sécuritaire » quand dans les faits, non, on n'est pas en chiffrement bout en bout. Dans ce cas-ci, on est vraiment dans un chiffrement entre mon client et le serveur et ensuite qui remixe l'ensemble des flux vidéo et audio et redistribue ça aux différents participants. Donc ça, déjà là, c'est une mauvaise information qui est transmise, qui utilise des symboles qui nous donnent l'impression. Et ça, c'est très dangereux pour moi parce que ça amène des comportements chez les gens qui sont plus permissifs quand ils se sentent qu'on est dans un contexte de sécurité plus élevé qu'il n'en est réellement. Donc ça, on l'a vu, il y a eu des études de quand que les ceintures automobiles ont été rendues obligatoires, les gens ont pris des comportements routiers beaucoup plus téméraires puisqu'à partir de ce moment-là, ils se sentaient plus en sécurité d'avoir une ceinture. Donc, ça l'a amené à d'autres situations. Donc, qu'il a fallu déboulonner éventuellement et amener les gens à comprendre. C'est pas parce que tu as une ceinture que tu es plus en sécurité parce que tu peux tuer d'autres personnes avec ton véhicule. Tu peux blesser d'autres gens. C'est pas juste toi. Et la ceinture de sécurité a quand même des limites de protection aussi parce qu'on a développé d'autres technologies de protection, dont les coussins gonflables, dont les cages de compression dans les autos pour éviter justement tous les problèmes à la vie humaine à ce moment-là. Donc, c'est ça aussi qu'il faut retravailler, puis peut-être dans la conscience des gens. J'adore ce que tu amènes parce qu'effectivement, quand tu cliques sur le petit bouclier vert en ce moment, il n'y a pas écrit mot pour mot, chiffrement de bout en bout. Puis là, ce serait censé effectivement être écrit si c'était le cas. Donc, comme on n'a pas de publicité mensongère, mais quand même, on a la vraie affaire qu'on va chercher. Maintenant, j'aurais été curieuse de te parler de 2 autres outils qu'on n'a pas du tout mentionnés aujourd'hui. Deux autres options de logiciels de vidéoconférence. On a Signal qui est plus au niveau de la messagerie, mais qui offre aussi des appels, de la messagerie chiffrée bout en bout. Donc, Signal offre la possibilité de faire des appels vidéo avec max 8 personnes, par exemple, en même temps, à dernière nouvelle. Mais c'est quand même nice. Signal commence aussi à mettre de l'énergie là-dedans et je pense que c'est positif. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. C'est ça, il y a des logiciels qui sont un peu plus en marge de la visioconférence comme on la connaît depuis mars 2020, puisque ces produits-là étaient plus des produits de niche ou des produits qui étaient axés vers la messagerie instantanée. Donc, dès là, ils ont juste comme rajouté une option supplémentaire, comme on a vu qu'on peut, pour les utilisateurs Apple, le iMessage et le FaceTime sont aussi des chemins comme ça. D'ailleurs, Apple a énormément levé les limites de FaceTime, justement en augmentant, considérant qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient cette technologie-là aussi, qu'on n'a pas abordée parce qu'elle est axée pour le consommateur, elle est rarement axée pour l'entreprise. C'est pour ça que Signal aussi n'a pas percé. Mais si on revient à Signal lui-même pour son usage plus réduit, oui, parce que c'est chiffré bout en bout, c'est vraiment dans un contexte, parce que c'est la messagerie Signal, puis on va revenir dans un autre épisode qui est spécifique à ça. Signal a l'avantage d'être une plateforme qui chiffre de bout en bout les communications
écrite. Donc, on n'est pas capable de voir le contenu et même s'il y a un subpoena qui a été mis à Signal, ils ne sont pas capables de remettre le contenu parce que le contenu n'existe pas sur les serveurs de Signal ou s'il existe, il est chiffré avec des clés qui sont en possession de l'utilisateur et pas en possession de Signal. Fait que ça change énormément la donne. Donc, on assure un niveau de vie privée. Et moi, de toute façon, toutes mes conversations qui sont moindrement sensibles et ce qui est à peu près 80% de ce que je parle parce qu'au niveau professionnel, j'aborde des sujets très, très sensibles, sont faites dans Signal, ne sont pas faites dans les autres plateformes qu'on pourrait communément. Dans certains cas, je me suis contraint par la nature de mes clients, mais en temps normal, je suis là. Donc, en visio, il l'offre depuis déjà un certain temps, d'ailleurs, la visio dans Signal. J'ai jamais fait en groupe, j'ai toujours fait ça de façon individuelle, c'est que dans un Signal de 1 à 1. Pour moi, ça allait de soi de faire des appels comme ça, d'utiliser ce chemin-là. Fait que j'utilise, ça va relativement bien. C'est un peu moins stable et moins sexy qu'on pourrait dire que les autres plateformes parce qu'ils sont justement au pair de la fonctionnalité parce que c'est très, très chiffré, donc très protégé contre tout ce qui pourrait rentrer à ce moment-là à l'intérieur. Fonctionne bien. Il faudrait que j'essaie à plusieurs. Ça me rend ça parce que dans le fond, il y a je pense un an à peu près, le Signal a énormément développé pour rentrer en compétition avec les fonctionnalités qu'on voit dans WhatsApp, par exemple. Ils ont essayé de rentrer dans le marché de WhatsApp où quand c'est venu public que WhatsApp finalement indexait la relative à la totalité du contenu parce que c'est quand même Facebook qui est en arrière. Donc le modèle d'affaires, il est là. Fait que Signal a répondu à ça en rajoutant les groupes, en rajoutant les fonctionnalités de groupe qu'on peut trouver. Fait qu'on est capable d'avoir des groupes, disons, d'un groupe de famille. On veut discuter en famille comme on voit dans WhatsApp. On est capable de le faire avec Signal maintenant, avec un certain nombre de fonctionnalités qui beaucoup moins sexy si on veut, mais qui est quand même beaucoup plus qui revient à la base. On parle, on discute, puis on est capable de faire justement les appels de groupe, même appels vocaux ou appels vidéo. Puis j'utilise beaucoup avec mes collaborateurs étrangers, surtout parce que là, on passe à côté des fournisseurs téléphoniques standards, donc on est capable d'avoir des conversations à pas de frais finalement, et d'une qualité audio qui est quand même très intéressante. Vidéo, ça se compare très bien avec ce qu'on voit chez les autres fournisseurs. J'ai pas vu de dégradation significative, mais ça serait à valider. C'est un chemin de choses. Mais de toute façon, comme on va réaborder les messageries cette année plus tard, d'ici là, je vais chercher comment fonctionne réellement le vidéo qui est associé avec Signal, mais il utilise les mêmes protocoles, les mêmes façons de chiffrement bout en bout, les mêmes éléments de ce côté-là. Dans un contexte plus désinvolte, moi, je pense que Signal est une solution qui est très adéquate pour ce genre de choses-là, puis gratuite, dans la mesure où la corporation qui est en arrière reçoit des dons. Fait que si de l'autre côté, on invite les gens à faire des dons à cette corporation-là, justement pour maintenir la gratuité, mais une vraie gratuité dans ce cas-ci. Et c'est un cas très rare, puis quand on lit bien les papiers, comment ça fonctionne, eux ne font pas de profiling, font leur argent, ils fonctionnent vraiment sur la base de dons. Donc, leur argent pour existe à ce niveau-là. Ouais, j'ai bien hâte qu'on en parle un petit peu plus en détail de cette belle plateforme. La seconde, en termes de vidéoconférence, que tu connais fort probablement, Jitsi Meet, avec un petit logo Jitsi Meet, un petit logo noir, peu connu du grand public quand même. C'est une plateforme à code source ouvert. C'est quand même nice, code source ouvert avec plusieurs réglages de sécurité, dont la protection d'appel par mot de passe, dont le chiffrement. Et puis, ça ne nécessite pas l'installation nécessairement d'une application, bien qu'elle existe, mais on peut y aller juste depuis le web. Ça ne demande pas la création d'un compte pour fonctionner non plus, à part si on prend le compte payant et tout, on s'entend, mais quand même un très très bel outil que j'utilise avec certaines personnes. J'ai certaines personnes aussi qui l'utilisent, mais et je serais curieuse d'avoir ton point de vue aussi là-dessus. Mais la question à se poser, puis le grand défi aussi qu'on a, c'est est-ce que nos clients vont nous suivre sur ces plateformes moins connues? Et on est tellement confortable dans notre zone de confort avec les Zoom, les Teams, les Google Meet de ce monde. Si on propose une autre solution à nos clients, est-ce qu'ils vont nous suivre? Est-ce qu'ils vont être ouverts à cette solution? Donc généralement, on veut accommoder nos clients le plus possible. Donc, avoir cette réflexion, est-ce que j'utilise Signal, puis là, il n'y a plus personne qui me parle parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça, ou est-ce que j'y vais vers quelque chose un petit peu plus conventionnel? Donc, deux autres points que je te lance.
Oui, absolument. Ben là, je vais prendre le volet le conventionnel. Effectivement, généralement, je vais m'appuyer sur les plateformes que les clients utilisent principalement, qui dans mon cas, généralement, c'est Teams, des fois Zoom, qui sont les plateformes dans lesquelles je parle davantage. Cela est justement des amener tranquillement vers ces plateformes-là. C'est un peu plus compliqué, les amener à sortir de cette zone, de leur zone de confort. C'est pas donné à tout le monde, mais le chemin se fait. Là. J'ai de plus en plus de mes clients qui commencent à basculer vers ce genre de choses-là pour un certain type de communication qui est en dehors des paramètres de l'entreprise qui doit être sécurisé à ce moment-là. Mais l'autre enjeu à ça, c'est que certains milieux, comme les milieux financiers, sont énormément soumis à des règles de conformité. Donc, la conformité exige la sauvegarde des conversations. Donc, dans ce cas-là, de le faire à côté peut causer d'autres problèmes. Fait que ça aussi, il faut faire un peu attention à ces éléments-là. Mais pour des conversations qui ne sont pas soumises à ces éléments réglementaires-là, oui, effectivement, un chemin est lent, mais un chemin qui se fait tranquillement, justement, pour amener les gens à utiliser davantage cette plateforme-là. Puis Jitsi, oui, j'ai eu à l'utiliser d'un point de vue podcast, entre autres, j'avais essayé d'explorer cette plateforme-là. Une des variantes que j'avais utilisées, c'était 8x8, que je crois qu'il est déjà utilisé par d'autres aussi. L'élément de protection, là, j'ai pas été jusqu'au bout, savoir si c'était vraiment du chiffrement bout en bout comme on l'entend, ou si c'est du chiffrement plus classique comme on voit chez la plupart des fournisseurs. Fait que ça serait à vérifier. Je sais que le protocole en dessous, c'est du WebRTC, qui est un protocole ouvert, effectivement, qui permet justement de fonctionner assez bien, puis qui est quand même assez souple, puis qu'on voit généralement dans beaucoup de plateformes disponibles, puis d'ailleurs, fait cocasse. Teams, le moteur audio-vidéo, c'est WebRTC, le protocole WebRTC qu'ils utilisent en dessous. Bon, ils l'ont personnalisé pour faire d'autres choses avec, qu'ils amènent dans leur contexte, mais la réalité, c'est qu'ils s'appuient sur un protocole ouvert comme celui-là pour mener à bien les éléments de visioconférence qui sont utilisés par Jitsi. Là, je peux pas me commettre sur si c'est bout en bout dans le cas de Jitsi, qui est effectivement plus en marge aussi parce que quand j'étais arrivé avec ce genre d'éléments-là, ben les gens comprenaient pas trop. Puis c'est un plus difficile d'amener les gens dans cette zone-là, encore pas, à mon sens, encore même plus difficile qu'avec Signal, puisque c'est une solution qui est encore plus en marge que les autres, moins connue, plus par des tripeux d'open source, généralement, qu'on va embarquer dans ce genre de conversation-là. Mais c'est une plateforme intéressante parce que, puis tu parlais de la version payante ou la version disponible sur le web, comme 8x8 aussi l'offre le même genre de fonctionnalité, sans compte, avec compte, ainsi de suite. Par contre, quand on n'a pas de compte, mon expérience avec Jitsi, c'est que la qualité diminue rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun niveau minimal de qualité des conversations. Donc là, à ce moment-là, on perd aussi beaucoup sur les choses comme on va avoir avec les plus gros fournisseurs qui, eux, garantissent un niveau de qualité de la conversation. Donc, c'est un peu pour ça que dans ma vie passée de podcasteur, on avait abandonné cette plateforme-là parce qu'on frappait tout le temps les limites de stabilité, puis on perdait beaucoup de conversations comme ça. C'était un peu agaçant et un peu difficile de travailler comme ça, mais j'imagine que la version payante où ça a dû évoluer depuis, parce que je parle de moi, il y a plus, je pense qu'il y a autour de 3 ans que j'avais flirté avec cette plateforme-là. Je ne l'ai plus pas utilisé, fait que je vais me pencher sur le fait, je le mettrai dans les show notes, voir si Jitsi font effectivement du bout en bout, comme on peut voir chez Zoom, mais considérant qu'il y a une complexité associée avec ça, je suis pas sûr qu'ils l'ont fait. Ben, merci beaucoup pour cet ajout. Je trouvais ça intéressant de sortir des sentiers battus et des plateformes qu'on connaît d'habitude sans dire qu'elles sont mieux, mais juste de dire il existe d'autres choses, il y a d'autres choses aussi. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on a donné à nos auditeurs de belles pistes de réflexion sur les choix de leurs propres outils, sur la configuration de ces outils-là. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour terminer, pour conclure? Non, ça fait relativement le tour. Je pense que ça a fait un très grand tour du sujet. Je pense qu'on a au moins amené la réflexion dans la tête de nos auditeurs, justement, pour être capable de prendre les bonnes décisions et quitte à se faire accompagner pour ce genre de choses-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités plus pointues qui sont peut-être plus touché et plus difficile à savoir. Là, je parlais justement comme Jitsi, je peux pas savoir s'il était effectivement bout en bout, comme vous mentionnez dans d'autres. Ben, ces petits détails-là sont très difficiles à percevoir. Donc, je sais qu'ils peuvent te contacter aussi pour ce genre de questionnement-là. Moi, un peu moins parce que je fais moins dans le même secteur que toi. Donc, justement de se faire conseiller pour les amener à une configuration adéquate où il y a d'autres professionnels aussi qui sont disponibles pour ce genre de choses parce que c'est toutes des choses que peu de gens connaissent finalement. Puis c'est important de parler avec des gens qui sont un peu plus connaissants que nous.
Ouais, chacun son domaine d'expertise, chacun son métier, puis toujours aller chercher de l'aide. On peut pas être expert en tout. Alors, c'est bien important. Moi, au même titre, quand j'ai quelque chose qui pète à la maison, c'est pas moi qui vais le réparer. On appelle les bonnes personnes, sinon on empire la situation. Généralement, oui. Fait que ça compléterait l'épisode. Merci énormément pour ta participation. C'est toujours un énorme plaisir de t'avoir sur le podcast parce que tu amènes des sujets qui sont intéressants et des angles qui sont généralement mal couverts par la presse, par les médias en général. Et merci à toi. Le plaisir est tellement partagé. Tu n'as même pas idée. Au plaisir de reparler. On va reparler prochainement. On va avoir d'autres sujets spicy, très, très intéressants. J'ai bien hâte, probablement après le temps des fêtes. Mais un gros merci pour tout. Un gros merci aux auditeurs également. Puis au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci.